Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Vous le savez, certains rendez-vous sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Et vous le savez également, c'est tout un plaisir de vous retrouver tous les matins pour partager ce regard sur l'actualité. Commençons cette matinée en analysant donc cette actualité en commençant par une citation de Jean-Thomas Rénal qui dit ceci: quand la foi règne, la parole seule suffit. Quand elle n'a pas lieu, le serment est inutile. Bonne méditation en cette journée du 29 décembre 2020. Vous êtes au tribunal de l'actualité, nous sommes mardi. Mon nom est Lukman Sanfo, président de ce tribunal de l'actualité. Vous le savez, il y a toujours deux juges au siège. Disons bonjour à Ben Abougma et à Geoffroy Var. Bonjour président Sanfo, bonjour juge Vaha, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Bouma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à tous les deux d'être à cette tribune, le tribunal de l'actualité. Également, merci et bonjour à l'équipe de réalisation qui vous, en tout cas, permet de nous suivre à partir de Watt FM également à travers True TV. Nous allons ce matin exclusivement parler donc de cette investiture du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Vous le savez, hier vous avez suivi le Conseil constitutionnel qui, au cours d'une audience solennelle, a investi le président Roch Marc Christian Kaboré dans ses fonctions de président du Faso pour les 5 prochaines années. Audience solennelle de prestation de serment pour des insignes de grands maîtres des ordres burkinabés. Discours d'investiture du président du Faso, on constitue donc les temps forts de cette investiture et certainement nous allons apprécier les aspects de forme et de fond de cet instant solennel donc que nous avons en tout cas assisté hier pour vous. On va y porter un jugement et ce matin avec donc la participation de notre consultant aussi des questions politiques, Jacques Mbokouma, bonjour. Bonjour président. Merci de vous retrouver. Merci beaucoup. Directeur de publication de Casito.net. Mesdames, Messieurs, voici la première partie de l'émission, les avant-propos du jour. Chacun est accroché à son téléphone pour nous partager les informations qu'il a retenues en cette matinée. Commençons par Ben Abougma. Merci président. Mon avant-propos va concerner l'Assemblée nationale, donc la 8e législature, qui a été officiellement installée hier avec la validation des mandats des députés et l'élection de Alassane Bala, la réélection sans suspense de Alassane Bala Sakandé au poste de président de l'Assemblée nationale, qui a réussi en tout cas à rassembler autour de sa personne. Et l'opposition, ne serait-ce que pour le symbole, n'a pas daigné présenter, ne serait-ce qu'un candidat. Alors qu'en 2015, c'était Adama Soso de l'UPC contre Dr Feu Salifou Diallo, qui s'en est sorti avec 78, Soso c'était 43 voix. Et donc, mais cette année, l'opposition n'a même pas eu le coup. Ne serait-ce que pour le symbole. C'est-à-dire qu'une opposition qui est à côté, qui n'est pas d'accord, même jusqu'à la désignation, et qui se dit qu'elle a chance de gagner parce que le vote est démocratique. Donc bon, nous aussi, nous allons prétendre, comme la présidentielle, il y en a qui savaient qu'ils n'allaient pas gagner, excusez-moi, mais je pense qu'il y en a qui, en déposant le dossier, savaient que ça n'allait pas gagner, mais ils ont déposé quand même. Donc aussi, pour faire partie de l'histoire. Mais j'ai dit, ne serait-ce que pour les symboles, on ne l'a pas vu. Que faut-il entendre par là? Est-ce qu'on aura une Assemblée nationale monocolore, qu'on aura une opposition qui va vraiment jouer son rôle? Là, on attendra de voir, mais bon, pour certains aussi, c'est un signe d'ouverture par rapport à quoi? Par rapport aux questions de réconciliation. Il faut déjà montrer sa bonne foi dans un esprit de rapprochement, quitte à ce qu'après, ça soit le contraire. Donc, c'est aussi ce qui a été expliqué en sous-cap, l'une des motivations qui fait que l'opposition n'a non seulement pas présenté des candidats, mais aussi voté pour Bala Sakandé qui s'en sort avec 123, 2 abstentions de nul, donc une opposition qui dans son ensemble aussi a voté pour Alassane Bala Sakandé, parce que rien ne prouve que les 4 qui ont voté, qui nul, qui abstention, ne sont pas issus de la majorité. Nul ne le sait parce que le vote est voilà. Donc voilà, donc de mon point de vue, donc pour certains et c'est pas aussi faux de cet argument qui parle de rapprochement en vue de la réconciliation. Donc j'ai donné également une idée de ce que pourrait avoir le gouvernement. J'ai dit bon, jusqu'à présent ce sont des suppositions et des petites révélations, on attend le gouvernement pour en savoir davantage. L'autre point de cet avant-propos concerne le cumul de pouvoir.
je vais faire vite, député, ministre. Alors, le gouvernement n'a pas encore démissionné. Si le chef de l'État a été son mandat aussi validé tout, on suppose que le gouvernement est en fin de mission. Ça, c'est une supposition. Mais aujourd'hui, si on a une crise et si on doit entendre un ministre de la République qui siège à l'Assemblée nationale, c'est son EG qui va partir parce que monsieur ou madame est devenu ministre, ou bien c'est madame ou monsieur qui va aller en tant que ministre ou député pour être auditionné par ses pairs. Moi, je ne parle pas de cumul de fonctions, je dis cumul de pouvoir. Parce qu'il y a le pouvoir exécutif et il y a le pouvoir législatif. Et l'article 70 de la Constitution dit que la fonction ministérielle n'est pas compatible avec la fonction des députés. C'est vrai qu'il y a une disposition qui permet que 15 jours après, il a 30 jours, mais il y a les autres. On a cité, la loi parle de fonction et non de pouvoir. Donc, fonction ministérielle est également l'exercice d'un pouvoir. Donc je pense que la tradition au Burkina, c'est la tradition, hein, c'est pas la loi. La tradition est différente de la loi. La tradition qui fait que vous êtes nommé ministre, en même temps vous êtes député, quelques jours après vous démissionnez pour faire place aux suppléants, mais ce n'est pas la loi. Je pense qu'il faut également être rigoureux. Le mieux aujourd'hui, le gouvernement avait démissionné, les ministres, les SG prennent pour l'évacuation des affaires courantes, monsieur ou madame siège à l'Assemblée nationale en attendant soit de devenir le gouvernement ou de rester député pour éviter tout amalgame possible. Mais nous sommes jusqu'à présent dans l'exercice de personnalité qui existe un pouvoir exécutif et en même temps un pouvoir législatif. Et s'il y a un conseil des ministres aujourd'hui, est-ce qu'ils vont siéger? C'est des interrogations que vous partagez ce matin avec nous. On aura l'occasion du reste en tout cas de porter un jugement sur la validation des mandats de nouveaux députés et des enjeux de cette 8e législature. Geoffroy Vara, ça va être votre tour pour les avant-propos du jour. Oui, merci Président. Moi, je vais m'intéresser à la question de la dépravation des mœurs avec cette sortie effectuée par notre police nationale et puis ce qui a été glané, parce que quand vous regardez, c'est la direction des investigations criminelles qui était sur le terrain. Pratiquement 50 sites ont été visités pour ce qui est du massage érotique, parce qu'à la base, on parle de massage, mais derrière, c'est de la prostitution déguisée. Et après, c'est presque 50 sites visités. Je pense qu'il y en a 5 qui ont été fermés. Et puis, je pense que le bulletin parle de lui-même. On parle de 234 condoms qui ont été saisis, 215 cartes de visite, 148 cartes SIM, 74 au téléphone, 18 cartes bancaires prépayées, une somme de 1 185 000 francs CFA. On comprend avec le nombre de cartes comment est-ce qu'il fonctionne, le nombre de téléphones, comment on essaie de brouiller aussi les pistes. Et puis, vous voyez, il y a 15 personnes qui ont été tout de même arrêtées et puis 6 déférées au parquet. Et puis, il révèle aussi que certains étaient appâtés par de fausses promesses parlant de certaines travailleuses, leur de proposer 400 000 francs CFA et après on se rend compte que c'était juste pour de la prostitution. Et puis il y a tous les faits qu'il y a derrière, l'utilisation d'images de plusieurs autres personnes sans leur consentement et qu'on met sur des sites ou bien sur les réseaux sociaux disant venez vous faire masser, vous trouverez telle fille, telle fille, telle fille, alors que la personne n'est même pas au courant. Moi j'avais abordé la question dans le journal du dimanche au soir avec Salata Siri qui nous avait proposé un très beau reportage qui démontrait qu'il y avait des personnes sérieuses dans le métier, donc il y avait un aspect professionnel mais qui était éclaboussé par ces mauvaises pratiques qu'on avait sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est un bon point pour cette police-là parce que je pense que sur les réseaux sociaux c'est revenu de façon répétitive que de dire qu'on ne comprend plus la question de ces massages qu'on propose aux gens, lobby, il y a des noms qu'on ne comprend même pas. Mais je pense qu'ils ont bien fait avec cette sortie-là et pour moi c'est très intéressant. Il n'y a pas que la question du massage qui est concernée, hein, lorsqu'on parle de ces mœurs et puis de cette nouvelle façon de voir un certain nombre de métiers et je pense qu'ils vont continuer dans d'autres secteurs qui méritent d'être assainis parce qu'il y a des professionnels, il y a des personnes sérieuses qui des fois ont fait des études pour et qui se retrouvent éclaboussés et dont les affaires patauges ou sont mal vues du fait d'un certain nombre d'éléments et je pense que ça a le mérite d'être noté ici. C'était mon avant-propos. D'accord. Merci à tous les deux pour cette partie. Vous voulez réagir? C'est sur l'avant-propos du juge Bourma, la première partie, sur le score de Bala Sakandé. C'est vrai que 123 sur 127, c'est pratiquement, c'est pas l'unanimité, mais c'est un très très large consensus. Et
moi j'ai bien peur qu'on se retrouve avec une assemblée nationale monocolore, en réalité, et qu'il n'y ait pas de débat. Parce que la démocratie, c'est une majorité et une opposition. Et moi, j'avais publié les confidences d'un haut responsable de l'UPC qui disait qu'ils ne veulent plus être dans l'opposition. Ils veulent pas être dans le CEPOP, dans le CEPOP. Donc, si vous enlevez les 12 députés de l'UPC, il restera les 13 députés, les 20 députés du CDP plus les autres. Bon, j'ai bien peur qu'on se retrouve dans une Assemblée nationale sans débat de fond, et ce serait dommage pour la démocratie burkinabé. On aura l'occasion de mener ce débat-là, si vous permettez. En tout cas, ce matin, on a envie de consacrer l'entièreté du temps donc à l'investiture du président Roch Marc Christian Kaboré, et c'est le Conseil constitutionnel qui donc, au cours d'une audience solennelle, l'a investi dans ses fonctions de président du Faso pour les 5 prochaines années. Et Roch Marc Christian Kaboré, dans son discours, a rendu un vibrant hommage donc aux martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'État de 2015 et toutes les victimes donc du terrorisme dans notre pays. Et pour le chef de l'État, vous l'avez certainement entendu, cette cérémonie d'investiture est un moment historique qui honore le peuple burkinabé, et ce quinquennat qui s'amorce, je cite, est plein de défis et d'espoir. Aussi, le président du Faso accordait donc une attention particulière à la réconciliation nationale et à la paix dans son nouveau contrat avec les Burkinabés. Le président a également dit sa volonté de lutter contre la corruption et de prôner la bonne gouvernance. Entre autres, ce sont des aspects que nous allons analyser dans le fond à cette émission du jour consacrée donc à cette investiture. Mais il y a aussi des aspects de forme que nous allons regarder. Commençons par Vokuma, qui est journaliste également. On a vu la participation donc en termes d'accès des journalistes à cette investiture-là. On a contingenté déjà la participation au niveau de l'enceinte de la cuvette à 1200 personnes. Aussi quelques personnes donc placées aussi au niveau de la cour de ce palais des sports de Ouaga 2000. Quelle est votre appréciation de ce traitement donc, qui a été réservé aux journalistes, parce qu'on a souvent eu des grincements des dents de certains confrères. Vous, en tant que journaliste, quelle est votre appréciation? Oui, c'est vrai qu'on est quand même, en tant que journaliste, frustré de ne pas pouvoir assister, parce que le travail du journaliste, c'est voir d'abord. Il ne faut pas oublier ça, l'origine du journalisme, c'est ça. Voir et rapporter. Voir et rapporter. Donc, c'est quand même un peu frustrant que les journalistes, tous les journalistes n'aient pas eu accès à la salle pour voir effectivement ce qui se passe. C'est vrai qu'il y avait un écran qui permet de suivre, et puis il y avait la RTB qui diffusait en direct, mais je veux dire, là on est soumis à la volonté du réalisateur, entre ce que le réalisateur montre. C'est l'œil du réalisateur qu'on voit. Voilà. Mais parce que quand on est dans la cuvette, on voit ce qu'on veut voir, et pas forcément ce que le réalisateur voit. Donc sur ce point-là, c'est quand même un peu frustrant, mais bon, on a expliqué que c'est pour des raisons sanitaires, respect des mesures barrières, mais bon, c'est quand même dommage que ce soit les journalistes qui soient... Oui, un traitement préférentiel quand même pour certains journalistes, notamment la presse étrangère, va-t-on dire. Bon, alors, mais ça c'est un complexe qui n'est pas propre au Burkina. Moi, j'ai eu la chance de voyager un peu partout dans plusieurs pays. C'est vrai, ce qu'on appelle la presse internationale, là, a toujours un traitement de faveur privilégié par rapport à la presse nationale. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi. Bon, est-ce que c'est l'hospitalité qu'il faut accorder aux étrangers ou pas? Mais c'est quelque chose qui m'a toujours un peu interloqué, et qu'ils voient toujours ce qu'on appelle la presse étrangère est beaucoup plus privilégiée que les journalistes, la presse nationale. Mais bon, ça dépend des pays, mais c'est des choses qu'il faut quand même changer. Il n'y a pas de raison qu'eux aient accès, qu'ils voient des choses que nous devons aussi, presse nationale, voir. Bon, on a choisi de sacrifier un peu les journalistes pour respecter les gestes barrières, les mesures barrières. Bon, ça a un peu quand même créé de la frustration et limité un peu le travail des journalistes. Bon, mais bon, les circonstances exceptionnelles explique cela, sans qu'on soit forcément content de ce qui s'est passé. Est-ce que cela pourrait entacher la qualité du travail journalistique qui a été fait? Je ne pense pas. Peut-être d'une certaine manière, parce que quand on est dans la cuvette, on voit qui parle à qui est à côté de qui. C'est vrai qu'avec même les masques, c'est difficile de voir les réactions des gens, ceux qui assistent à la cérémonie. Mais comme je disais tout à l'heure, quand on est dedans, qu'on voit
il y a des choses qu'on voit que le réalisateur ne va pas montrer. Et ça, ce sont tous des éléments qui permettent aux journalistes de faire son papier en tenant compte de l'ambiance, du bruit, des silences, des applaudissements, tout ça. C'est un ensemble d'éléments qui lui permettent de faire son papier et pour que le lecteur ait l'impression effectivement d'avoir assisté à l'événement. C'est ça un peu quand même le reportage, le genre journaliste qui est le reportage. Faire revivre l'événement au lecteur pour qu'il ait le sentiment effectivement d'avoir assisté à ça. Mais si tu n'es pas dedans, si tu n'as pas vu dans les détails, bon, c'est un peu difficile de pouvoir... Donc d'une certaine manière, oui, ça peut altérer quand même un peu la qualité du reportage, du travail du journaliste. C'est votre regard que j'avais besoin parce qu'on avait formulé cela en avant-propos, je crois que c'est hier par Geoffroy Var. Maintenant, à moins que vous ayez aussi un regard là-dessus, parce que beaucoup aussi se posent la question, pour qui l'a-t-on fait? Est-ce pour les étrangers, plutôt les invités qui ont été donc qui ont pris part à cette investiture-là? Parce que les mêmes journalistes burkinabés ont sillonné avec les candidats lors des campagnes sans qu'il y ait justement ces restrictions-là. Bon, je pense que sur cette question, le débat ne va pas finir. C'est en même temps la conséquence de la maladie à coronavirus qui nous impose une autre façon de travailler, qui a ses forces et ses faiblesses, avec ses sommets virtuels et autres. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'à l'investiture, on serait à une chose pareille. Si on disait aux journalistes burkinabés également de présenter leurs tests avant d'avoir accès à la salle et qu'ils refusent de déférer, là je peux comprendre, parce que ce qui est donné comme argument, c'est de dire que l'autre partie, parce qu'avant de fouler sur le sol burkinabé, ils font la preuve qu'ils sont négatifs avec le test présenté. Donc on ne doute pas de leur, comment on appelle ça, de leur état de santé. Donc ils peuvent effectivement rentrer tranquillement. Mais pour les journalistes burkinabés, il y a un doute. Mais il faut demander le test à tout le monde. C'est parce que maintenant d'ailleurs, je pense que c'est payant. Sinon le test est gratuit. Les autres prennent leur disposition et puis peuvent entrer et faire le même boulot. Mais ça ne nous a pas été demandé. On a été seulement confinés dans une salle et puis vous regardez. Alors que l'œil du journaliste, ce n'est pas quelqu'un qui regarde, qui dit ça, cette image est bien, il faut présenter à l'écran pour que lui se contente de ça comme il a dit. C'est un travail effectivement de constat direct. Parce qu'il y a des détails, il y a des subtilités que vous n'allez pas voir. Parce que c'est le réalisateur qui va vous montrer ce que lui il a envie que vous regardez. Donc là, actuellement, ça pêche. Mais je pense que le comité d'organisation a voulu bien faire, mais pouvait mieux faire que ce qui nous a été donné de voir. Geoffroy, finalement, un avis là-dessus, allez-y. Oui, moi je crois que c'est dommage. C'est une salle qui a une capacité de 5000. Si je me trompe, vous me le dites. Exactement, c'est ça. C'est une capacité de 5000 places. Tout à fait. On est à plafonner la chose à 1200. C'est normal, on comprend la question du coronavirus. Maintenant, je me dis, c'est pas la centaine de journalistes qui pourra déranger ce dispositif-là pour 5000 places qu'on a en termes de capacité. Je ne parle pas d'une salle qui a 2000 places. Je parle d'une salle qui en a 5000. Comprenons les proportions et puis faisons un peu le regard. Et il y a le communiqué qui tombe. La plupart des journalistes étaient surpris. Donc dans la démarche, il y a un problème. On nous a rencontrés, je parle du ministère des Affaires étrangères, pour nous dire comment est-ce que les préparatifs se faisaient et tout. Donc d'un point de vue organisationnel, communication, il devrait avoir peut-être cet échange-là. Peut-être que ça pourrait permettre d'arrondir les angles et puis comprendre un peu la frustration des uns et des autres et puis proposer autre chose. Et je dis, je ne veux pas répéter ce que vous m'avez dit tout à l'heure sur ce plateau. À la vérité, c'est qu'un journaliste, c'est celui qui constate. Et puis vous avez plusieurs angles quand vous venez faire un reportage. Il y a l'ambiance, il y a les à côté, il y a des petites choses qui se passent dans la salle. C'est ça qui agrémente le papier, c'est ça qui agrémente le reportage. Et ça, on nous l'a enlevé. Vous posez la question, est-ce que ça nous a permis de faire le travail comme on voulait? On n'a pas fait le travail comme on voulait. Ça, c'est une réponse qui est claire. Et je crois que là, ils ont fauté. Ils auraient dû, déjà, avant d'en arriver à la décision, discuter avec les journalistes. Peut-être que ça allait apaiser un certain nombre d'éléments. Et moi, quand je regarde la capacité de la salle, je ne pense pas qu'on aurait été vraiment un problème. Et vous parliez de la presse étrangère. Je rappelais hier la boutade d'un de nos confrères. Apparemment, si vous voulez rentrer dans la cuvette, il faut aller à Abidjan négocier, rentrer dans la délégation d'Alassane et puis rentrer. Quand vous avez été dans tous les hameaux du Burkina avec des candidats et que pour la cerise le gâteau, parce que n'oublions pas, nous sommes ces médias-là,
le prisme par lequel beaucoup de Burkinabés regardent. Et quand je dis prisme, c'est ce que nous avons comme ligne éditoriale. Certains préfèrent aller regarder sur telle chaîne, sur autre, parce qu'ils savent leur angle très souvent d'attaque de l'actualité. C'est cet angle pluriel-là qu'on devrait permettre, en termes de traitement, de par l'accès à la salle, de faire un boulot, ce qui n'a pas été fait. Et moi je dis, ce n'est pas bien. Ça, je le réitère encore, ça n'a pas été bien. D'accord, on ne va pas trop insister sur ce coup de gueule, apparemment. On va parler d'un autre aspect de forme, c'est la participation donc, des invités, plus d'une dizaine donc, de chefs d'État et de gouvernement et de chefs de mission diplomatique qui étaient présents à cette investiture. Pour vous, quel cachet rêvaient donc ces invités qui étaient présents? Parce qu'une dizaine c'est bien, mais beaucoup se posent la question, c'est l'Afrique même compte 54 pays. Et comment en la matière on fait ce choix-là? Est-ce des invités de marque qui ont été justement à cette investiture? Quel est votre regard? Bon, je ne connais pas le nombre d'invitations qui a été lancé, mais ceux qui étaient là, c'est ceux qui ont répondu présents, qui ont estimé qu'il fallait qu'ils soient là pour assister à l'investiture. Et c'est important parce que quand on est reconnu d'une certaine manière par ses pairs, bon, ça vous donne aussi une certaine légitimité lorsque vous vous retrouvez ensemble lors des sommets pour vous expliquer, pour vous exprimer, défendre vos positions. Donc, que des chefs d'État se déplacent, assistent à l'investiture de l'un et de l'autre, c'est tout à fait normal. Le président Kaboré l'a fait, il était à Abidjan, et d'Abidjan il est parti à Conakry le lendemain pour assister à l'investiture du président Alpha Condé. Donc il a renvoyé aussi l'ascenseur en se déplaçant ici. Donc c'est tout à fait normal. Si vous imaginez une investiture où il n'y a pas plusieurs chefs d'État, quelque part c'est un échec pour le président investi. Ça veut dire qu'il ne joue pas d'une bonne image auprès de ses pairs, et qui n'est pas en griffe, puisque c'est la démocratie qui est à la mode, qui n'est pas aussi démocrate que ça, en tout cas dans leur perception. Donc avoir beaucoup de gens avec surtout des représentations diplomatiques, les organisations internationales, ça vous donne une certaine légitimité aussi au plan international pour vous exprimer sur un certain nombre de sujets internationaux. Le président Kaboré l'a évoqué dans son discours lorsqu'il a parlé du multilatéralisme et de la lutte mondiale contre le Covid. Donc, voilà, quand on est bien entouré par des personnalités étrangères, oui, ça vous donne aussi une certaine crédibilité, une certaine légitimité pour s'exprimer sur un certain nombre de points. Donc, qu'ils soient là, ça me paraît tout à fait une bonne chose. Et les dirigeants qui étaient là ont pu donner ce cachet de crédibilité, selon vous? Oui, d'une certaine manière. Même si, quand on regarde, bon, vous savez, notre continent, il y a tout et n'importe quoi dedans. Excusez-moi l'expression. Il y a des gens qui sont des démocrates. Voilà, je ne vais pas donner de nom parce que tout le monde sait de quoi je parle, dont l'élection ne souffre d'aucune contestation, plus ou moins. Mais il y en a qui ne sont pas des démocrates depuis le retour des élections dans les années 90 jusqu'à maintenant. Il y en a qui n'ont jamais été vraiment élus, mais qui sont toujours chefs d'État parce qu'ils ont utilisé des manœuvres frauduleuses, parfois par la violence, pour conserver le pouvoir. Et bon, mais quand ils viennent assister à une investiture d'un président qui lui a été élu, bon, ça fait un peu de désordre en griffe. Mais les chefs d'État, bon, on ne peut pas l'empêcher de venir. Et s'il vient, on est obligé de lui réserver l'accueil dû à son rang. Bon, c'est une affaire interne de chez lui. Mais la présence du chef d'État, dont certains ne sont pas vraiment élus de façon démocratique, d'une certaine manière, c'est un peu quand même, un peu gênant. Voilà. Même si dans les relations internationales, dans les relations entre les pays, il y a la réelle politique, chacun défend ses intérêts. Nous avons beaucoup de compatriotes à l'extérieur. Donc, quelle que soit la manière dont le président ivoirien, par exemple, va être élu, bon, je ne vois pas comment le président burkinabé peut bouder un certain nombre d'activités ou de cérémonies là-bas, parce qu'il y a des intérêts aussi économiques et sociaux à préserver. C'est vrai que parmi ces chefs d'État qui étaient présents, il y en a ceux effectivement qui ont défié le temps en termes de longévité au pouvoir. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous?
je crois que on a passé le cap des sentiments et c'est un chef d'État qui est élu, qui est en train d'être investi, qui représentera les intérêts diplomatiques, économiques et tout ce que vous voulez politiques d'un pays. Et là, on est dans le jeu des intérêts, on sera dans le jeu de la réelle politique où on a des engagements, on a travaillé pour le bien-être de ces populations et pour le rayonnement de son pays. Et cela va en évitant certaines frictions où lorsqu'on peut se faire l'économie de certaines palabres, on dira comme ça, il faut avancer. Je pense que c'est ce dans quoi nous sommes. Et vous regardez, quand on commence le discours, au-delà des civilités, lorsqu'on cite nommément les présidents qui sont là, c'est pour dénoter de façon très claire qu'il y a cette communauté-là qui est autour de nous et que notre élection ou notre processus ne souffre pas de germes de gêne. Regardez, à côté, il y a eu des investitures, on s'est posé la question de savoir qui viendra. Chez nous, ça ne s'est pas posé. Et donc, c'est bien le balai de chef d'État qu'on a eu, c'est bien pour le président investi, c'est bien pour l'image que ça donne. Maintenant, qu'il y ait des non-exemples parmi les venus, je pense que ça c'est à un autre degré d'appréciation. Et ce n'est pas à un niveau pays que de se dire que lui on ne le reçoit pas parce qu'il n'est pas un exemple de démocratie. Je ne pense pas que ce soit comme ça. Même ceux qui s'en disent les chantres, à un moment donné, lorsqu'ils ont fait la fine bouche face au processus qui a permis à certaines personnes d'être élues, il n'y a pas si loin, ils se sont après mis à féliciter d'une certaine façon et en leur souhaitant toute la réussite dans leur prochain mandat. Donc, après la question des élections, pour moi, vient la réalité de ce que chaque pays se respecte et il y a des questions qui doivent être gérées en interne. Ça ne nous concerne plus. Bernard Boukma, en politique, on sait qu'il y a des investitures où même des chefs d'État se battent pour y être, pour en tout cas se faire voir aux côtés de celui qui est élu. Il y a aussi de ces cas où personne ne veut en tout cas s'illustrer aux côtés de celui qui est élu, notamment ce que Geoffroy vient de mentionner. Pour vous, sommes-nous dans quel scénario? Là, vous me tendez un piège. Vous me tendez un piège. Non, pas. A-t-on usé suffisamment de diplomatie pour faire venir ces personnes ou bien c'est tout naturel? Non, je ne crois pas qu'on a usé forcément de diplomatie. Quand on regarde la composition, il y a d'abord un premier précaré, le G5 Sahel. Un seul absent, le Mali. Sinon, tous les autres États du G5 Sahel étaient là. Le Premier ministre malien était là quand même. Oui, je parle du chef de l'État malien. D'accord. Donc, le Premier ministre malien était là. Un deuxième carré, c'est l'UEMOA. Seul absent également, le président malien. Ensuite, vous allez à la CEDEAO. Donc, et le président ghanéen exerce un mandat à la tête de la CEDEAO. Celui du Nigeria se fait représenter. Et en général, celui qui endosse l'habit du président de la CEDEAO pour sauver les meubles, même si les autres vont bouder, lui, il est obligé d'être là parce que c'est l'instance sous-régionale. Donc, lui, il est là. Mbalo est là. Après, il y a maintenant les autres États au-delà de ces cercles qui partagent effectivement cette communauté de destin qu'ils disent. Ensuite, il y a aussi les amitiés des amitiés personnelles du chef de l'État qui ne peut pas nommer et qui n'ont pas rang qu'il peut nommer dans et dit des éminentes personnalités, des distinguées personnalités. Parfois, il y a de ces amis là qui sont venus. En Côte d'Ivoire, vous avez vu 3 des amis personnels de Alassane Ouattara. Des anciens présidents, et pas certains aussi qui n'ont pas été présidents. Mais les anciens présidents ont été cités, Sarkozy, Baye Koroma, et Goodluck Jonathan, qui sont des amis personnels du président qui était. Mais comme c'est des anciens présidents, il a pu les nommer. C'est sûr que dans cette salle, Roch-Marc Christian Kaboré aussi avait ses amis personnels. Donc dans le carré aussi des chefs d'État, il y a aussi les amis. Donc un de ses amis qui n'est pas là, c'est Ibeka, qui n'est plus président. Donc que ce soit Youssoufou, Alpha Condé, ce sont tous membres de l'international socialiste. Je ne vois pas, sauf réellement pour des raisons de choses, que Youssoufou Condé manque à l'investiture de Roch-Marc Christian Kaboré. Et je pense que c'est cette amitié d'ailleurs qui a conduit le président Kaboré en Guinée avec l'investiture de Alpha Condé. Des gens qui ont partagé longtemps beaucoup de choses, qui sont beaucoup plus amis d'ailleurs que pères. Donc chef de l'État, quoi. Donc la fonction, si on enlève la fonction chef de l'État déposée, il y a l'ancienne amitié, la longue amitié que ces hommes-là également partagent qui est là.
Alassane Ouattara appelle Roch-Marc Christian Kaboré son neveu. Roch-Marc Christian Kaboré appelle Alassane Ouattara mon oncle, tonton. Donc, vous savez quand ça dure? C'est depuis la BCAO où le père de Roch-Marc Christian Kaboré travaillait et Alassane qui venait d'arriver fraîchement là-bas, très jeune. C'est de cette époque que ça date. Donc c'est une longue relation sociale qui a été tissée depuis des années, qui date. Aujourd'hui, ils sont tous chefs de l'État. Et Alassane, lui, quant à son investiture, il a d'ailleurs pris le soin de nommer et de donner des titres à chacun. Il appelle fort notre doyen parce que aussi c'est le doyen. Doyen en tant que le chef de l'État qui a le plus de longévité au pouvoir en Afrique de l'Ouest, c'est fort. Mais qui est plus jeune par rapport à ses pairs. Donc Alassane nomme chacun, donc trouve un titre, un élément de rapprochement. Ça c'est le style Alassane Ouattara. Roch-Marc Christian Kaboré n'est pas rentré dans cette façon de faire, mais il y a ces réalités-là aussi qui sont là. Donc, il ne faut pas perdre de vue. Maintenant, il y a aussi au sommet la coopération, donc le côté diplomatique maintenant d'une telle situation, piloté par Alpha Bari, qui n'est étranger à aucun des palais de l'Afrique de l'Ouest, peut-être le Nigeria dans une moindre mesure. J'ai dit peut-être, sinon pas la Guinée, pas la Côte d'Ivoire, pas le Mali, encore moins le Niger, ou je ne sais pas, ou le Sénégal, non pas du tout. Donc c'est quelqu'un aussi qui a écumé ses palais avec le micro de RFI et ensuite qui a endossé l'habit du conseiller du président Alpha Condé et qui a été parfois ce qu'on appelle les envoyés spéciaux, les émissaires du président vis-à-vis de ces messieurs-là, donc qui connaît également pratiquement tout ce beau monde-là. Donc la réalité aussi, il y a ces relations-là qui sont à l'intérieur, mais il y a la coopération entre les États, comme Geoffroy l'a dit, il est déjà élu, et donc vous faites avec. La Côte d'Ivoire, le rapport de force a déterminé le vainqueur, la France est alignée derrière le vainqueur Alassane Ouattara, et puis et les autres chefs également, l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO attend, le Conseil constitutionnel valide, et puis chacun rentre dans cette brèche-là pour féliciter Alassane, puis se lever aller à l'investiture, même ceux qui étaient contre le troisième mandat, parce que c'est le coup d'État, sont allés à l'investiture pour sauver l'essentiel. C'est sûrement pas anodin si le ministre en charge donc des Affaires étrangères en est le responsable donc de l'organisation de cet événement-là. On va maintenant parler, puisque c'est une cérémonie d'investiture, donc il y a eu la prestation des serments, et vous savez aussi que le Conseil constitutionnel a été un acteur majeur donc de cette cérémonie. Le président du Conseil a donc fait savoir que ce n'est pas une simple formalité, ce serment qui a été en tout cas prêté par le président élu. Il a aussi fait savoir qu'il est seul face à ses responsabilités. Alors, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez perçu ce côté de haut niveau, parce que comme on dit que ce n'est pas une simple formalité, au Burkina Faso beaucoup de gens font remarquer que le fait qu'on ne prête pas serment ni sur la Bible ou le Coran ou autre matériel, on va dire, on ne sent pas véritablement le côté qui montre que ce n'est pas simplement une simple formalité. Quelle est votre appréciation de ces choses-là? Bon, ça lie aussi à chaque personne, hein. C'est quoi que c'est individuel. Mais je pense que devant le Conseil constitutionnel, sachant que la cérémonie est retransmise en direct sur la télévision nationale, nous sommes sur le satellite, donc on est vu aussi bien au plan national qu'au plan international. Lever sa main, dit je jure, parce que bon, même quand on était petit, quand je dis je jure, ça veut dire quand même que voilà, ce que j'ai dit est vrai, ou ce qu'on m'accuse, voilà, je jure c'est quand même des responsabilités qu'on prend, et je pense que celui qui le dit a la pleine mesure de ce qu'il dit. C'est quand même des responsabilités énormes. C'est la destinée de 20 millions de personnes qui pèsent sur ses épaules, et qu'il a la charge de provoquer, de les conduire au bonheur. Est-ce que ce n'est pas laissé à sa seule volonté? Parce que comme je l'ai dit en introduction, si la bonne foi n'y est pas, il n'y a pas véritablement... le serment est inutile. Oui, bon, c'est à l'expérience que ça se mesure. Même en jurant sur la Bible ou sur le Coran, ça ne change pas grand-chose. Ça peut être aussi une formalité. Je veux dire, il peut le dire verbalement sans le penser intérieurement. Donc, ça ne change pas grand-chose. C'est à l'expérience que les engagements qu'on prend de préserver, de défendre, de faire respecter les lois de la République, c'est à l'expérience que ça se mesure. Et là, je pense que après les 5 années passées à COSIAM, ce nouveau mandat-là, comme je dis, c'est un nouveau départ.
Et je pense qu'il a, aujourd'hui plus qu'hier, la pleine mesure de ce que c'est que être chef d'État. D'ailleurs, il avait dit lors d'une interview récemment qu'il comprend mieux maintenant comment c'est difficile de gouverner les Burkinabés. Donc, il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est qu'être chef d'État, se réveiller le matin avec tous les problèmes à régler, surtout ces 5 dernières années avec une succession de grèves, de mouvements d'humeur, de manifestations, et en plus il y a le problème du terrorisme qui se pose. Donc je pense que j'ai eu le sentiment, c'est peut-être on n'a pas les moyens de vérifier ou d'aller un peu plus loin. C'est le sentiment quand même qu'il est conscient de ce qu'il est en train de dire et de ce que les Burkinabés attendent de lui. Sur un certain nombre de problèmes, sur un certain nombre de sujets, il y a des gens qui ont voté pour lui, qui le soutiennent, mais je pense que dans les 5 années qui viennent, il y a des sujets des points sur lesquels beaucoup de gens l'attendent. Et s'il n'y a pas d'acte fort, s'il n'y a pas de résultat, je pense qu'ils vont s'exprimer et on va le rappeler à ses engagements, et c'est toute la responsabilité de son entourage aussi, de ne pas faire de la flagornerie et de le rappeler en permanence à ses engagements. Voilà sur tel sujet, voilà ce à quoi vous êtes engagé, il faut qu'on fasse ceci. Ça, c'est un travail collectif. Ça ne dépend pas seulement de lui, mais ça dépend aussi de l'équipe qui va l'entourer, d'où l'intérêt aussi d'avoir des gens de qualité autour de soi qui vous disent la vérité, et qui ne se contentent pas de vous dire que grand chef, ce que vous faites est bien, alors que ça ne va pas forcément dans le bon sens. Je ferai avec vous remarquer que le président du Faso, qui a prêté serment, donc, a pris la grandeur et la lourdeur de la tâche qui lui a été confiée. Est-ce que, à travers ces aspects non comportementaux, on va dire comme ça aussi, est-ce qu'on a pu percevoir véritablement la grandeur de la chose? Est-ce qu'il est tenu par les engagements qu'il a pris à cet instant solennel-là? Bon, il y a derrière pour moi tout le symbole, et il y a beaucoup de choses qui sont sûrement plein d'émotions pour ceux qui regardent et qui comprennent, peut-être aussi très détachés pour ceux qui ne comprennent pas grand-chose. Il y a un président du Faso qui entre, vous voyez, qui prend tout le long du comme on appelle ça, du tapis rouge là, et il arrive à un pupitre, et il lui dit va t'asseoir. Il n'est pas encore président. Et après, il prête serment, et vous voyez, Kambou Kassoum, le président du Conseil constitutionnel, oui, qui dit que le peuple qui vous a désigné doit être au-dessus de tout, et que le serment que vous venez de prêter devra être une boussole tout au long de votre mandat. C'est-à-dire, il y a le poids des mots. Il y a eu, c'est vrai ce qui s'est dit, il y a eu beaucoup de choses. Maintenant, vous êtes le premier Burkinabé. Vous avez une mission, c'est le bien du peuple. Et l'engagement que vous venez de prendre, ça doit être votre boussole. Donc, chaque jour de votre mandat, rappelez-vous de l'engagement que vous avez pris aujourd'hui. Pour moi, c'est plein de sens, c'est plein de symboles. Il y avait la sobriété, c'est vrai, de l'événement d'hier, mais ça ajoute aussi, quelquefois, de la lourdeur à tout le sentiment de responsabilité qui est en train d'être engagé ici. Maintenant, c'est vrai que ça, il y a l'émotion du moment, mais il y a les actes après qui, à l'appréciation, nous donnerons toute la teneur de l'engagement que vous avez pris et de votre capacité à le respecter. Je pense que vous écoutez encore les propos de Kambou, il lui dit juste après la question de la réconciliation. Il lui rappelle la question de l'unité nationale. Ça, aujourd'hui, tout le monde sait que c'est très important pour le Burkina Faso. Et vous le retrouvez dans le discours, peut-être dont on va parler après, du président du Faso, qui est le premier point, la réconciliation nationale. Donc, je veux dire que quand on regarde ce qui s'est passé hier, il y a beaucoup de symboles. On sait tous quels sont les premiers points les plus importants. Lui le connaît. Il a pris le serment de mettre le peuple burkinabé au-dessus. Et ce peuple-là, il souffre de quelque chose.
Mais pour quelqu'un qui a déjà fait cet exercice-là, puisque c'est son deuxième mandat, il a déjà pris des engagements, et il y a des points qui n'ont pas été tenus, est-ce qu'on doit véritablement s'y accrocher à ces engagements, ce serment qui a été pris? Ouais, malheureusement, au fil des ans, les serments ne valent plus ce que les serments devraient valoir. Au-delà même de la fonction du chef de l'État, voyez-vous, ceux qui prêtent serment pour être au service de la République et des citoyens, à une autre échelle, à une moindre échelle, ne le font pas, ne le respectent pas. Regardez au niveau de la CENI, il y a interroger le fonctionnement de la CENI et le comportement de certains commissaires qui partent recevoir encore des instructions avant de revenir siéger, alors qu'ils avaient prêté serment de se mettre au-dessus de la mêlée et de s'affranchir des clivages. Donc le serment aujourd'hui, il vaut quoi? Parce que le serment, c'est quelque chose de valeur. C'est pourquoi d'ailleurs le parjure existe. Vous pouvez être sanctionné pour parjure. Et le chef de l'État sait également qu'il peut faire l'objet effectivement de poursuites pour parjure. Et donc là, il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Mais aujourd'hui, c'est toute une phrase, comment on appelle ça? C'est deux mots qu'on a alignés, qui n'ont plus les mêmes valeurs. Et donc on est juste là pour le rituel, pour la cérémonie, et puis on passe à autre chose. Et ce qui retient l'attention des uns et des autres, ce n'est pas forcément le serment, c'est tout le folklore. Il faut aller. Certains d'ailleurs sont pressés d'y être pour faire le selfie, pour dire que je suis là-bas. D'autres assistent de bout en bout à un spectacle, mais le contenu, la substance n'intéresse pas véritablement. Ailleurs, c'est sur autre chose d'ailleurs que vous prêtez serment. C'est sur un livre saint, c'est sur la Constitution. Dans d'autres, c'est sur des fétiches. Dans d'autres cas, c'est sur ce que vous aurez retenu. C'est sur ce que vous aurez retenu ensemble que vous prêtez serment. Donc, il y a tout un symbole qui va avec. Et la transgression, ce n'est pas seulement le fait d'avoir prononcé des mots. La transgression va jusqu'à l'objet ou comment on appelle ça, le symbole sur lequel vous avez prêté serment. Et la condamnation d'abord vient déjà de là-bas. Donc, si c'est sur un fétiche, c'est le fétiche d'abord qui vous demande des comptes. Avant que également les témoins ne demandent des comptes. Si c'est sur un livre saint, c'est pareil. Prenons le groupe d'autodéfense Congolais. Ce qu'on enrôle là, il y a tout un rituel et il y a même des livres saints qui s'invitent dans leur rituel. Pourquoi? Parce que l'attachement n'est pas seulement que des paroles. La parole étant créatrice, il y a un esprit derrière chaque mot. Il y a un sens derrière chaque mot. Donc il y a un ton, il y a un rythme qui va avec. Certains iront plus loin pour dire qu'il y a des vibrations, des énergies qui vont avec. Mais quand on réduit ces choses-là à sa plus simple expression, il a juste prêté serment et puis passer à autre chose. En ce moment, il n'y a pas quelqu'un qui veille que, attention, dans votre serment, vous avez dit que vous allez faire ci, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Ce qu'on rappelle, c'est que dans votre programme, vous avez dit que vous allez construire des écoles, vous allez construire des hôpitaux, vous allez construire ceci, vous allez coincer le chef de l'État avec le serment dans le regard. Il y a rare, effectivement, qui le font. Parce que dans son serment, il ne dit pas qu'il jure d'appliquer tout son programme. Il ne dit pas ça. Il dit qu'il va remplir ses fonctions, il va protéger les Burkinabés, de garantir l'intégrité du territoire. C'est des trucs comme ça qu'il dit. Et puis il passe à autre chose. Quelqu'un faisait remarquer d'ailleurs que même les dictateurs prononcent les mêmes. Oui, justement. Donc, à la fin, c'est un rituel qui n'a plus le sens qu'il devrait avoir. Beaucoup plus creux. Mais on a eu des chefs d'État qui n'ont pas prêté serment. Ils n'ont pas prêté serment. Ceux qui sont venus par des coups d'État, qui sont venus par d'autres canaux, n'ont pas prêté serment, mais ils ont eu l'exercice du pouvoir et le respect de la chose républicaine, de la parole donnée, qui fait pâlir ceux qui ont prêté serment. Donc ici, ce n'est pas forcément la question du serment, c'est là aussi la qualité de l'homme, son intégrité et sa capacité à aller au-delà des choses qui peut faire la différence au-delà de toute parole. Je ferai une réaction rapide là, allez-y. Oui, moi je pense qu'on jetait d'abord un regard sur le moment d'hier, son caractère sacré. Le comportement après ne désacralise pas le moment du serment. Seulement il décrédibilise celui qui ne le respecte pas après. Vous aurez nos hommes politiques, mettez-leur le Coran, mettez-leur la Bible, mettez-leur même leur maman à côté, ils vont vous promettre tout ce que vous voulez pour l'instant, pour peu qu'ils continuent. Et puis après, est-ce qu'ils vont s'en rappeler? Mais
ce n'est pas le masque du village, la Bible, le Coran ou quoi, qui va l'astreindre à respecter ses engagements. C'est le peuple. C'est de celui-là que tout le monde a peur. Et ça, si nous on ne l'a pas compris et que le peuple ne comprend pas son rôle et son poids, et pense que c'est la Bible sur laquelle le monsieur il a mis la main ou c'est sur le Coran, là on se trompe. Et là, on se trompe sur toute la ligne. C'est ça tout le sens de la démocratie. Merci de préciser vos propos tout à l'heure. On va maintenant aller rapidement dans le fond. Oui. Le président du FASO donc, a annoncé qu'il va accorder une attention particulière à la question de la réconciliation nationale et à la paix dans son nouveau contrat donc, avec les Burkinabés. Mais certains font remarquer que contrairement à la Côte d'Ivoire, où, séance tenante, on a annoncé la création des ministères en charge donc, de la question de la réconciliation nationale, chez nous, on n'a pas véritablement senti... on va dire quelque chose, gage de sa bonne volonté. Est-ce que vous l'avez, c'est aussi votre regard, ou bien il aurait pu en tout cas donner quelque chose d'assez tangible selon vous? Non, je pense que déjà pendant la campagne, il avait annoncé les couleurs, et là, en disant qu'il va mettre rapidement en place une commission qui sera chargée de travailler à la réconciliation nationale. Bon, pour moi, c'est quelque chose quand même d'assez crédible. Ça va arriver très vite. Peut-être le premier semestre de l'année 2021, les choses doivent être bouclées. Et tout ce qui est lié à la réconciliation nationale, ça va être bouclé. Mais ce qui me paraît important, puisque tout le monde est pour la réconciliation nationale, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas pour la réconciliation nationale. Mais comment on y va? Je crois que c'est là tout le problème. Voilà. Et sur ce sujet-là, je pense que sa position n'a pas changé depuis plusieurs années. Et, le triptyque vérité, justice et réconciliation est au cœur du processus de réconciliation nationale. Et quand vous lisez même le programme du candidat de l'UPC, Zéphirin Diabré, il reprend également aussi ce triptyque-là. Je crois que ça fait l'objet d'un consensus de la classe politique lors du dialogue de Kosiam, et pour aller à la réconciliation sans occulter les questions de justice et de vérité. Ça, c'est vraiment la base fondamentale du processus de réconciliation nationale. Et contrairement à ceux qui réduisent la question de la réconciliation aux événements qui sont apparus récemment en 2014 ou 2015, non, lui il va jusqu'en 1960. Vous vous rappelez, le rapport du collège des sages avait déjà produit un rapport avec des dossiers de crimes, surtout de sang, et sur lesquels il y a le Ashkroun travaille dessus. Et donc la réconciliation, ça va jusqu'en 1960. Tout ce qui s'est passé, et c'est tous ces sujets-là qu'il faut régler. Maintenant, sous quel format? Pour l'instant, on ne sait pas très bien. Parler du ministère de la réconciliation nationale. Pour l'instant, on ne sait pas très bien est-ce que lui aussi va emprunter ce chemin ou ce sera une commission ad hoc qui sera créée spécialement pour ça. Mais je pense que les choses vont se préciser rapidement après la formation du gouvernement. Mais ce qui me paraît important quand même, c'est quand même donner le cap en disant que la réconciliation nationale doit se faire autour du triptyque vérité, justice et réconciliation. Parce qu'il n'y a pas de justice, il ne peut pas avoir de réconciliation. Quand vous avez suivi des injustices, quand vous avez perdu votre mari, votre père, votre frère, votre oncle, et que vous ne savez pas les circonstances dans lesquelles il a disparu, pourquoi il a été assassiné, on ne peut pas vous demander de vous réconcilier avec l'inconnu. Il faut qu'on sache qui a fait quoi, pour quelles raisons, dans quelles circonstances, et à ce moment-là, la réconciliation peut avoir lieu. C'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Vous vous rappelez des larmes du monseigneur, comment ça s'appelle, Desmond Tutu, lorsqu'il présidait la commission qui a audité les bourreaux de l'apartheid, et comment il torturait les militants de l'ANC. C'était horrible. Donc, mais les choses ont été dites devant tout le monde. On a su ce qui s'est passé, qui a fait quoi. Ils ont expliqué le processus de décision, eux étant les exécutants. Même ceux qui ont décidé sont venus aussi s'expliquer. Donc ça permet quand même de vider des rancœurs, des rancunes, ceux qui ont été torturés. Les parents ont su ce qui s'est passé. Et ça a permis, d'une certaine manière, d'apaiser les cœurs et d'aller à l'unité nationale. C'est ce qu'il nous faut aussi. Parce que sur tous ces dossiers-là, il y en a certains n'iront pas devant un procès classique.
Les gens ont besoin de savoir ce qui arrive à leurs parents. Beaucoup ont besoin de ça. Est-ce qu'il faut faire des indemnisations après pour solder tous les comptes? Pourquoi pas? C'est possible. Mais je pense que vous avez vu, la famille Norbert Zongo a refusé. On lui a proposé de l'argent, ils ont refusé. C'est pas l'argent qui compte. C'est de savoir pourquoi il a été assassiné, qui l'a assassiné, dans quelles circonstances. C'est pas une question d'argent. Donc, si tous ces préalables-là sont remplis, je pense qu'on peut aller à la réconciliation nationale et que tous ensemble, on va se mettre en ordre de bataille pour le développement économique et social. Mais ça, sans ça, je pense qu'on va faire de l'à peu près, de la cosmétique, et on ne va pas se réconcilier en réalité. Geoffroy, il a effectivement dit que c'est une réconciliation qui ne sera pas obtenue que par ses aspects conjoncturels. Mais en même temps, si on veut réveiller, entre guillemets, les vieux démons, est-ce qu'on ne risque pas d'emprunter le chemin qui a plus d'embûches, se donner en tout cas des entraves qui risquent en tout cas de ne pas donner véritablement tout de suite la réconciliation souhaitée par l'homme de Burkinabé? Il y a des moments aussi pour mieux se porter, il faut crever l'abcès. Sinon, vous ne passez pas l'étape. Et puis, à quoi cela sert de garder des vieux démons qu'on ne veut pas nommer dans les placards si on sait que ça va continuer de nous hanter? Je crois que c'est le discours du président. Il dit que cette réconciliation nationale ne suffira pas à l'économie de certaines réalités, que ce soit des crimes, il a dit, de sang, des crimes économiques, des crimes politiques. Et lui, il rappelait tout à l'heure, depuis 1960. Ça, c'est le mot du président. Maintenant, c'est vrai, il ne veut pas rentrer seulement que dans le conjoncturel. C'est-à-dire, on ne veut pas une réconciliation qui se base sur nos problèmes du moment. C'est pour ça qu'on va loin derrière. Moi, je pense que ça, c'est très important. Et même, pour comprendre en quoi est-ce que la justice, pour lui, elle est importante dans ce modèle de réconciliation voulu, juste après, regardez son discours, après avoir abordé la question de la réconciliation, il aborde la question de la justice. Et puis, il parle des dossiers pendants. Ça veut dire ce que ça veut dire. Quand on parle de vieux démons là, c'est tout ça. Il peut même, en tout cas, faire tous les efforts qu'il faut pour que cette justice soit à l'aise pour qu'elle puisse travailler. Donc ça veut dire très clairement que la réconciliation nationale ne suffira pas en voulant jouer sur certaines choses. Je pense que ça aussi, c'est un discours qu'il faut avoir, qui soit très clair et très net. Parce que ce que nous appelons un dossier pendant là, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans. Quand vous mettez à la place des familles qui chaque année voient cet anniversaire-là se faire, vous comprendrez qu'on ne peut pas soigner ces plaies-là facilement en se réveillant un matin pour dire oublions. Ah non, ça ne peut pas se faire comme ça. Je crois que ça, c'est très important et c'est un discours que le président a toujours eu. C'est vrai qu'à un moment donné, vous savez, quand vous êtes en campagne, vous promettez certaines choses et puis on vous rappelle que voilà ce que vous avez dit. Il dit non, c'est vrai que j'ai dit ça, mais ce que j'ai pensé, ça va toujours perdurer. La question de la justice, elle est importante. Et il a rappelé encore hier, et je crois que ça, il n'y a pas que lui seul qui s'inscrit dedans, même dans l'ancienne opposition que nous avons, parce qu'on ne sait même plus qui sera opposition ou pas, on ne sait pas encore. Donc, il y a beaucoup qui partagent cela, et je crois que c'est au moins c'est de la... Ça a l'air d'être dur, mais c'est la vérité et c'est ce dont on a besoin. Mais Bernard, quand on écoute certains qui appellent de tout leur vœu cette question de réconciliation nationale, ils disent qu'ils n'ont jamais cru à la bonne volonté du président Kaboré d'aller véritablement vers la réconciliation. Est-ce qu'il évoque justement les crimes de sang et les crimes économiques qui remontent justement à des années lumière, on va dire? Est-ce que ce n'est pas un bon prétexte pour ne pas véritablement aller à la réconciliation des problèmes en tout cas qui peuvent être aussi des moyens de résoudre la question sociale? Bon, en réalité, tout le monde dit je veux la réconciliation, mais qui est prêt à concéder quoi? Et qui est prêt? Parce que j'ai dit pour certains, un poste de nomination, c'est réconcilier, parce qu'il a perdu des privilèges, et puis autour de lui, tout le monde est fâché parce que monsieur ou madame n'est plus aux affaires, ça ne marche plus pour nous. Donc pour qu'il y ait la réconciliation, il faut que chacun ait sa part de gâteau. Donc les problèmes ne sont pas les uns les autres n'ont pas les mêmes niveaux de problèmes. Donc le président a aussi ajouté un contenu dans ce qu'il appelle la réconciliation, au-delà des questions de vérité et de justice. Il a dit la réconciliation nationale que j'appelle de tous mes voeux doit aller au-delà des questions conjoncturelles pour nous permettre de définir ensemble les bases d'une société burkinabé fondée sur les valeurs cardinales du travail, probité, dignité, défense, intérêt national et tout, donc pour aller vers l'État national. Donc, non seulement nous réconcilier avec nous-mêmes, mais déposer les jalons d'un Burkina meilleur. Donc,
ça c'est un contenu également, une idée de contenu. Promesse de ministère, on a un ministère en charge de la cohésion sociale qui n'a véritablement pas bougé. Mais moi la question c'est comment est-ce qu'on va procéder. Est-ce que le Ashkouroun va être dissous pour qu'on puisse donner tous ces dossiers à un ministère de la réconciliation nationale qui va vraiment secouer, ou bien il faut faire une réforme profonde de ce Ashkouroun-là pour lui donner, comment on appelle ça, suffisamment de pouvoir pour bouger les lignes, parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui patrouillent. Ça, effectivement, c'est une grosse question qui reste posée. Mais maintenant, ceux qui disent qu'il faut passer il faut faire la réconciliation et passer à autre chose, je suis d'accord, mais c'est comment on procède. Je dis bien, c'est comment on procède quand les gens ne savent pas où se trouve une tombe, ou ne savent pas réellement qu'est-ce qui s'est passé. Et que des gens en face, souvent dans les propos, sont arrogants alors qu'ils sont coupables. Il n'y a même pas un minimum d'humilité et d'humanisme pour reconnaître qu'à un moment donné, on a commis une erreur. Et ça fâche. Donc des gens également assument à un moment donné qu'on a commis des erreurs. Mais quand vous entendez aussi le langage des partisans, de ceux qui sont des suspects sérieux, ça ne facilite pas la tâche. Donc, il y a également ces questions que chacun doit mettre un peu d'eau dans son vin, mais il y a que des coupables doivent accepter en toute humilité que ce fut une erreur, nous l'avons fait. Norvège, on a dit, quand vous avez le courage de dire tuez-le, ayez le courage de dire c'est moi qui ai dit de tuer. Mais ceux qui l'ont fait et qui sont au Burkina n'ont pas également le courage d'aller. Et même les commanditaires. Surtout, ce n'est pas l'exécutant. Les commanditaires sont parfois des hommes dont on n'a pas idée. Des décisions ont été prises dans certains cercles, ont impliqué certaines personnalités qui sont aux affaires aujourd'hui, pas forcément politiques. Il ne faut pas qu'on regarde seulement le commanditaire politique. Il y a d'autres dignités dont on n'imagine pas l'implication dans certains crimes au Burkina et qui n'ont pas aussi intérêt à ce que leur nom sorte et qui parlent, il faut arrondir les angles de réconciliation, alors qu'il nous faut courageusement nous dire la vérité. Et ça doit impliquer toutes ces personnes-là. D'accord. Pour défaut de temps, nous ne pourrons pas poursuivre malheureusement. Vous avez d'autres interventions. On aura l'occasion de revenir. De toute façon, nous sommes là. Et on aura aussi l'occasion d'apprécier le président du Faso à l'œuvre, puisque c'est au pied du mur que le vrai marchand donc s'apprécie. Merci bien d'avoir donné votre lecture. Et on remercie aussi l'équipe de réalisation. On vous retrouve demain mercredi pour la 3e convocation du tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix.